En moins de 3 mois, la région de Mané a changé de trajectoire. Là où dominait hier encore la pauvreté, la perte d'actifs productifs et l'attente d'une aide extérieure, une stratégie agricole structurée a déclenché une mutation économique si rapide qu'elle a surpris jusqu'aux observateurs les plus attentifs. Pourquoi ce basculement devrait-il vous concerner directement, alors même qu'Ibrahim Traoré en a été l'impulsion politique assumée? Parce que ce qui se joue ici pourrait annoncer un modèle rare d'autonomie économique durable à l'échelle nationale. L'idée est simple et concrète. Montrer comment une intervention pensée comme un levier structurel et non comme une aide d'urgence peut stabiliser durablement les revenus familiaux dans un territoire fragilisé. L'enjeu dépasse la simple distribution de ressources matérielles. Il s'agit de comprendre les mécanismes qui transforment un ménage vulnérable en acteur économique capable de produire, vendre, puis réinvestir. Pour le lecteur, l'intérêt est concret. Identifier un modèle reproductible, fondé sur des actifs productifs, qui réduit la dépendance à l'assistance extérieure. Le risque, toutefois, est réel. De nombreux programmes agricoles ont déjà promis des résultats rapides avant de s'essouffler, faute d'échelle, de suivi ou de débouchés. Si la dynamique observée à Mané n'était qu'un pic temporaire, ses effets resteraient limités. Mais si elle repose sur une architecture cohérente, alors ses implications dépassent largement la région concernée. C'est cette ligne de crête, entre transformation durable et illusion passagère, que l'analyse va désormais explorer, données et trajectoires à l'appui. En moins de 3 mois, environ 83 000 personnes ont été directement touchées par le programme déployé dans la région de Mané. Ce chiffre suffit à signaler qu'il ne s'agit pas d'une action marginale, mais d'une montée en charge rapide, visant un effet d'échelle assumé. Dès les premières semaines, le nombre de volailles de têtes de bétail a augmenté à un rythme plusieurs fois supérieur à la situation de départ, refermant ainsi la question initiale. Oui, une trajectoire économique peut basculer très vite. Pour comprendre cette accélération, il faut revenir au contexte initial. Avant l'intervention, Mané faisait partie des zones les plus fragilisées du Burkina Faso. Les années d'instabilité avaient entraîné la perte quasi totale des troupeaux, supprimant l'actif productif central des ménages ruraux. Sans bétail, il n'existait ni réserve alimentaire, ni capacité de vente, ni possibilité d'investissement. L'économie locale fonctionnait dans une logique de survie quotidienne, fortement dépendante de l'aide extérieure. Ce qui a compté, c'est un choix stratégique opéré sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Restaurer d'abord les actifs productifs avant toute autre considération. Plutôt que de compenser les pertes par une assistance ponctuelle, le programme a ciblé la racine du problème, l'absence de moyens de production reproductibles. Les kits distribués ne contenaient pas seulement des animaux, mais aussi l'aliment, les équipements et l'accompagnement technique nécessaire pour démarrer immédiatement. Ce contexte explique pourquoi la dynamique a pris si vite. Les ménages n'ont pas eu à attendre une phase d'adaptation longue ou coûteuse. La reproduction animale a enclenché un cycle prévisible, transformant une aide initiale en processus autonome. Ce basculement marque une rupture nette avec les interventions précédentes, souvent fragmentées et sans continuité. Ainsi se dessine le cadre général. Un territoire privé de ses actifs retrouve, en quelques semaines, une capacité de projection économique. La question n'est plus de savoir si le changement est réel, mais jusqu'où il peut s'étendre. Pour saisir concrètement les effets de cette stratégie, il suffit de suivre le parcours d'un éleveur de Mané, choisi ici comme repère narratif. Quelques mois auparavant, il avait perdu l'essentiel de son petit troupeau à la suite des crises successives qui ont frappé la région. Sans animaux, son foyer ne disposait plus ni de revenus réguliers, ni de perspectives d'investissement. Comme beaucoup d'autres, il survivait grâce à des aides ponctuelles, sans visibilité sur l'avenir. Lorsqu'il a reçu un kit d'élevage complet, la situation a changé immédiatement. Avec un coq, 3 poules et l'aliment nécessaire pour les premières semaines, il a pu relancer une activité productive dès le premier jour. La reproduction rapide de la volaille a constitué le premier signal tangible. En peu de temps, il disposait d'un surplus qu'il pouvait vendre sur le marché local. Les revenus générés n'étaient pas spectaculaires, mais ils étaient stables.
ce qui représentait une rupture majeure. Très vite, ces premiers gains ont été réinvestis. Un abri plus solide a été construit pour protéger les animaux. Les conditions d'élevage se sont améliorées. En parallèle, les formations techniques associées au programme ont renforcé ces compétences. Hygiène, nourrissage, prévention des maladies. Cette montée en compétences a réduit les pertes et sécurisé la croissance du cheptel. À travers ce cas, un impact précoce se dessine clairement. Le changement ne réside pas seulement dans l'augmentation du nombre d'animaux, mais dans la restauration d'une marge de décision individuelle. En retrouvant la capacité de produire et de planifier, ce ménage essaie passer d'une logique d'assistance à une logique d'action. Et quand l'actif productif revient, l'avenir redevient négociable. Tout commence par une mise en mouvement rapide, pensée pour ne laisser aucun temps mort. Dès les premières semaines, les équipes locales déployaient massivement les kits d'élevage dans les zones les plus fragilisées de Mané. Les familles reçoivent simultanément les animaux, l'aliment et les équipements nécessaires. Cette synchronisation est décisive. Elle permet à chaque ménage de produire immédiatement, sans passer par une période d'attente souvent fatale au programme de relance. L'effet est presque instantané. Les foyers retrouvent un point d'appui économique dès le premier jour. Très vite, l'élan enclenche une dynamique cumulative. Les premières pontes apparaissent. Les troupeaux recommencent à exister. Les ménages ne parlent plus seulement de survie, mais de gestion. Les petites ventes locales débutent, d'abord modestes, puis de plus en plus régulières. La nourriture cesse d'être une inquiétude quotidienne. Les voisins observent, comparent, imitent. Le mouvement s'étend sans directive centrale supplémentaire. On passe alors d'une intervention administrée à une dynamique collective auto-entretenue. Moins de 3 mois après le lancement, les indicateurs clés basculent. Le nombre de volailles et de têtes de bétail augmente plusieurs fois dans une large partie des foyers bénéficiaires. Les chèvres et les vaches laitières commencent à générer des revenus réguliers grâce aux ventes de lait. Les poules pondeuses deviennent une source commerciale identifiable. Les ménages reconstruisent progressivement leurs habitations. Les enfants retournent à l'école. Les familles les plus vulnérables cessent de dépendre des aides d'urgence. L'effet de souffle est visible à l'échelle régionale. C'est à ce moment précis que la cohérence de la stratégie portée par Ibrahim Traoré apparaît pleinement. L'objectif n'était pas uniquement de restaurer l'élevage, mais de créer un système dans lequel chaque acteur récupère un pouvoir économique autonome. Les excédents de production confirment cette orientation. Les ménages ne se contentent plus de consommer. Ils investissent. Ils améliorent les abris. Ils optimisent l'alimentation animale. Ils diversifient leurs points de vente. La région commence à se restructurer sans attendre de nouveaux apports extérieurs. Surtout, l'effet ne disparaît pas après le pic initial. Au contraire, il se propage. Les kits d'élevage deviennent de véritables micro-entreprises familiales. Les villages voisins intègrent progressivement la logique. Des zones qui n'avaient jamais produit au-delà de leurs besoins de base accèdent à un revenu continu. Les effets se combinent. Amélioration nutritionnelle, épargne minimale, capacité d'investissement, retour progressif de la stabilité sociale. Cette propagation engendre un phénomène plus large encore. La confiance circule dans les communautés. La conviction s'installe que la pauvreté n'est pas un état immuable. Mané, longtemps perçu comme l'une des régions les plus vulnérables du Burkina Faso, devient un symbole d'ascension rapide. Au cœur de cette trajectoire, un fait demeure constant. La stratégie d'Ibrahim Traoré montre qu'un levier simple, correctement conçu et déployé, peut déclencher une reconstruction socio-économique durable. Au départ, la situation de Mané était nette et documentable. La majorité des ménages ruraux ne disposaient plus d'actifs productifs reproductibles. Les troupeaux avaient presque entièrement disparu, supprimant la principale source de revenus, de sécurité alimentaire et de résilience économique. Sans bétail, les familles ne pouvaient ni amortir les chocs, ni planifier, ni investir. L'économie locale fonctionnait dans une logique de survie immédiate, avec une dépendance structurelle à l'aide extérieure
et une forte vulnérabilité aux variations de prix et d'approvisionnement. On peut aussi saisir l'ampleur humaine de l'intervention. Environ 83 000 personnes ont bénéficié directement de la distribution de kits d'élevage complets. Ce volume n'est pas anecdotique. Il représente une masse critique suffisante pour transformer non seulement des situations individuelles, mais aussi les équilibres collectifs d'un territoire. À cette échelle, les effets ne restent pas confinés aux foyers bénéficiaires. Ils irriguent l'ensemble de l'économie locale par imitation, échange et marché. On peut également relever l'engagement financier initial. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour financer les animaux, l'aliment, les équipements, la logistique et l'assistance technique. Ce niveau d'investissement public constitue un signal fort. Il traduit un choix stratégique. Traiter la reconstruction agricole comme un levier central de stabilité, et non comme une action périphérique. Cet apport financier crée les conditions d'un modèle reproductible, capable de fonctionner sans perfusion continue une fois les cycles productifs enclenchés. Et ce qui frappe tout autant, c'est la vitesse de croissance des actifs. En moins de 3 mois, les ménages ont vu le nombre de volailles et d'animaux reproducteurs augmenter plusieurs fois par rapport à la situation initiale. Cette accélération n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte de la combinaison entre races sélectionnées, alimentation suffisante dès le départ et accompagnement technique continu. La reproduction animale transforme l'aide initiale en mécanisme autonome, capable de générer des effets cumulatifs. Ces repères entre bénéficiaires, investissements et vitesse de croissance permettent de distinguer clairement cette intervention des programmes classiques. Là où beaucoup d'initiatives se contentent de compenser temporairement des pertes, celles-ci recréent un actif productif capable de se multiplier. Les ménages ne reçoivent pas un flux à consommer, mais un capital vivant à gérer. Cette différence explique pourquoi les effets persistent au-delà du pic initial. L'évolution ne se limite pas aux chiffres matériels. Elle s'observe aussi dans les pratiques. Les familles acquièrent des compétences techniques mesurables: gestion sanitaire, planification de la reproduction, optimisation de l'alimentation. Ces savoir-faire réduisent les pertes et stabilisent les cycles. La capacité de projection économique réapparaît. Les ménages peuvent anticiper des ventes, sécuriser des revenus réguliers et envisager des investissements modestes, mais structurants. À l'échelle territoriale, ces évolutions se traduisent par une densification des marchés locaux et l'émergence d'activités dérivées, fabrication d'abris, transformation de produits, commerce d'intrants. Un écosystème productif commence à se former. Cette cohérence quantitative éclaire la logique portée par Ibrahim Traoré. Restaurer l'actif, créer l'échelle, puis laisser la dynamique produire ses propres effets durables. Ainsi, on ne décrit pas seulement une amélioration ponctuelle. On voit apparaître un changement de régime économique où la production remplace l'assistance comme moteur principal de stabilité. Si l'on adopte un regard critique, on peut considérer que l'essor observé à Mané pourrait n'être qu'un phénomène transitoire. De nombreux programmes agricoles ont déjà connu des débuts spectaculaires avant de s'essouffler rapidement. Les sceptiques soulignent que la croissance initiale des troupeaux ne garantit ni la maîtrise sanitaire sur la durée, ni l'existence de débouchés suffisants pour absorber l'augmentation de la production. Ils craignent que, une fois les ressources initiales consommées, les ménages soient contraints de vendre trop tôt ou de réduire leurs effectifs, fragilisant ainsi la dynamique. Dans cette perspective, le programme risquerait de reproduire les limites classiques des interventions à court terme. À l'inverse, certains voient dans les résultats de Mané un modèle structurel profond. Pour ses défenseurs, la rapidité de la multiplication des volailles et des caprins n'est pas un pic artificiel, mais l'expression logique d'un actif reproductif bien enclenché. L'argument central repose sur la mécanique même de l'élevage. Lorsque l'alimentation, la sélection des races et l'encadrement technique sont réunis, la croissance devient cumulative. Les ménages devenus gestionnaires de leur production
ne dépendent cependant plus d'un flux continu d'assistance. Ils peuvent ajuster, réinvestir et stabiliser leur cycle. Pour se faire une idée, on peut s'appuyer sur des éléments observables sur le terrain. D'abord, la reproduction rapide constatée dans plusieurs foyers, en moins de 3 mois, indique un mécanisme viable plutôt qu'un simple afflux ponctuel. Ensuite, les revenus générés par les œufs, le lait et les premières ventes montrent une capacité à réinvestir dans des abris et des intrants, signe d'une logique de consolidation plutôt que de liquidation. Enfin, la diffusion spontanée du modèle dans les zones voisines suggère une transférabilité des pratiques, condition essentielle de la durabilité. Dans ce cadre, la prudence des critiques reste pertinente, mais les données disponibles penchent en faveur d'une dynamique autonome en formation. La stratégie soutenue par Ibrahim Traoré ne supprime pas les risques, mais elle déplace le débat. Il ne s'agit plus de savoir si la transformation est réelle, mais comment la renforcer pour éviter tout retournement. À ce stade du programme, un changement plus profond que la seule croissance des troupeaux devient visible dans la région de Mané. Les familles ne se perçoivent plus comme de simples bénéficiaires, mais comme des actrices centrales de leur propre économie. Cette bascule psychologique marque un point médian décisif. Les décisions quotidiennes ne portent plus seulement sur la consommation immédiate, mais sur la gestion, la planification et l'anticipation des cycles de production. Dans plusieurs villages, les ménages organisent désormais eux-mêmes la répartition des tâches, la reproduction animale et le calendrier des ventes. Les kits d'élevage cessent d'être vus comme une aide ponctuelle. Ils deviennent des micro-entreprises familiales, intégrées à la vie économique locale. Ce déplacement de rôle modifie la structure même des échanges. Les marchés se densifient, les relations entre producteurs se multiplient et les pratiques se standardisent par imitation. L'intervention impulsée par Ibrahim Traoré prend ici une signification nouvelle. Elle ne se limite pas à une politique de soutien agricole, mais réintroduit une logique de maîtrise locale longtemps absente. Lorsque la capacité d'agir revient aux habitants, l'initiative cesse d'être un projet institutionnel pour devenir une dynamique communautaire. C'est ce changement de posture, plus encore que les chiffres, qui redéfinit la trajectoire du territoire. Les effets du programme se manifestent d'abord au niveau des ménages, où la transformation est la plus immédiatement perceptible. Pour de nombreuses familles de Mané, la restauration de l'élevage a modifié la structure même du quotidien. Les revenus issus des œufs, du lait ou des premières ventes d'animaux créent une régularité financière qui n'existait pas auparavant. Cette stabilité, même modeste, change les arbitrages. Remboursement de dettes anciennes, réparation des habitations, achat de fournitures scolaires, constitution de petites réserves. Le foyer passe d'une gestion de crise permanente à une logique de planification minimale, condition essentielle de toute amélioration durable. Au niveau de l'économie locale, l'impact se diffuse par effet multiplicateur. L'augmentation de la production animale alimente les marchés hebdomadaires qui gagnent en densité et en diversité. De nouvelles activités apparaissent en périphérie de l'élevage. Fabrication d'abris, vente d'aliments, transformation artisanale de produits laitiers ou carnés. Chaque ménage qui parvient à dégager un excédent génère des opportunités pour d'autres acteurs. Les flux économiques, auparavant limités, se réactivent. La région commence à fonctionner comme un espace productif cohérent plutôt que comme une juxtaposition de foyers vulnérables. Les conséquences sociales sont tout aussi notables. Dans plusieurs villages, la diminution de la rareté alimentaire atténue les tensions liées à la compétition pour les ressources. Le partage d'expériences entre éleveurs, la visibilité de réussite locale et la circulation de savoir-faire renforcent la confiance collective. Les solidarités, fragilisées par des années de précarité, se reconstituent autour d'objectifs communs. Le récit dominant évolue. La pauvreté n'est plus perçue comme une fatalité immuable, mais comme une situation réversible sous certaines conditions. À l'échelle territoriale, ces dynamiques individuelles et collectives se combinent.
La relance de l'élevage stimule l'usage des terres, encourage les déplacements commerciaux et incite les autorités locales à identifier des zones à fort potentiel. Certaines communautés investissent dans de petites infrastructures pour soutenir la croissance, enclos, points d'eau, espaces de stockage. D'autres explorent des coopérations intervillages afin de faciliter l'écoulement des surplus. Le territoire gagne en lisibilité économique. Dans ce faisceau d'effets, la stratégie portée par Ibrahim Traoré apparaît dans sa dimension systémique. Chaque progrès individuel alimente une transformation collective. Chaque réussite locale renforce la dynamique régionale. La richesse ne se concentre pas, elle circule. Les acteurs ne subissent plus leur environnement immédiat. Ils commencent à le façonner. C'est cette convergence d'impacts domestiques, économiques, sociaux et territoriaux qui donne toute sa portée au basculement observé à Manet. Pour envisager la suite sans prétendre prédire, on peut simplement regarder 3 trajectoires possibles, comme des repères pour mesurer les marges de manœuvre. Le raisonnement repose sur une logique simple. Si certaines conditions sont réunies, alors certains effets deviennent plausibles. Une trajectoire de continuité verrait les ménages maintenir le rythme de reproduction déjà observé à Manet. Les cycles resteraient stables, les pertes seraient contenues, et les marchés locaux absorberaient progressivement les surplus. Les revenus augmenteraient de manière modérée, mais régulière. Les familles consolideraient leurs abris, sécuriseraient l'alimentation animale et réinvestiraient sans chercher une expansion rapide. Si cette continuité est assurée, alors la région s'installerait durablement dans une autonomie alimentaire minimale et une amélioration graduelle du niveau de vie. La transformation ne serait pas spectaculaire, mais elle resterait robuste. Une trajectoire d'accélération supposerait une montée en gamme de l'écosystème local. Les excédents deviendraient suffisamment importants pour alimenter non seulement les marchés de proximité, mais aussi des circuits régionaux. Des formes de coopération émergeraient: mutualisation du transport, transformation collective, structuration de points de vente. Les ménages les plus avancés créeraient de véritables micro-entreprises, tandis que d'autres suivraient par imitation. Si les réinvestissements s'étendent et que la formation accompagne cette croissance, alors la dynamique deviendrait cumulative. Dans ce cas, le modèle initié sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré pourrait servir de référence à d'autres territoires, accélérant la reconstruction agricole à plus grande échelle. Une trajectoire de freinage mettrait en lumière des limites possibles. Une saturation rapide des marchés, un accès insuffisant à l'aliment de qualité ou un affaiblissement de l'encadrement technique pourraient ralentir la reproduction. Les ménages seraient alors tentés de vendre prématurément, fragilisant le noyau productif. Si ces contraintes ne sont pas levées, la dynamique ne disparaîtrait pas, mais elle plafonnerait. Les acquis initiaux demeureraient sans toutefois déboucher sur une expansion durable. Ces 3 trajectoires montrent que l'avenir du programme dépend moins d'un facteur unique que de la capacité collective à gérer la croissance. L'enjeu central devient la gouvernance des cycles productifs. Comment transformer un socle prometteur en dynamique stabilisée, capable de résister aux chocs et de s'élargir dans le temps. Les transformations observées à Manet ne résonnent pas de la même manière, selon les trajectoires de vie et les positions sociales. Pour les populations rurales vivant dans des zones fragilisées, cette dynamique constitue d'abord une démonstration concrète. Elle montre qu'un territoire marqué par la perte d'actifs productifs peut retrouver une capacité d'action en partant de mécanismes simples et maîtrisables. Les récits de ménages redevenus autonomes invitent ces communautés à reconsidérer leurs propres ressources, non comme insuffisantes, mais comme réactivables sous certaines conditions. Pour les habitants des centres urbains, souvent exposés à l'instabilité des prix alimentaires, l'intérêt est d'un autre ordre. L'augmentation de la production locale peut contribuer à réduire la dépendance aux importations et à amortir les fluctuations des marchés. Si des régions rurales parviennent à stabiliser durablement leur cycle productif, alors
l'équilibre entre ville et campagne s'en trouve renforcé. La sécurité alimentaire devient moins vulnérable aux chocs extérieurs, ce qui concerne directement les foyers urbains modestes. Les jeunes, enfin, perçoivent dans cette transformation un champ d'opportunités émergent. Les micro-entreprises issues de l'élevage ouvrent des perspectives au-delà de la production elle-même. Transformation, logistique, commercialisation, formation technique. L'exemple d'éleveurs devenus gestionnaires ou entrepreneurs modifie la représentation de l'agriculture, souvent associée à un manque de perspective. Elle apparaît ici comme un espace d'innovation et d'initiative. À travers ces trois regards, un point commun se dégage. La reconstruction d'un territoire agricole dépasse la seule question économique. Elle invite chacun à repenser sa place dans un système productif plus autonome. Deux pistes simples peuvent alors aider. Documenter les réussites locales pour renforcer la confiance collective et multiplier les espaces d'échange entre acteurs afin d'ancrer durablement la dynamique enclenchée. La phase suivante du programme exige une organisation méthodique afin de convertir les acquis initiaux en mécanismes durables. La vision impulsée par Ibrahim Traoré fournit un cadre stratégique clair, mais son efficacité repose désormais sur l'enchaînement précis des actions locales et sur leur capacité à être mesurées dans le temps. D'abord, il s'agit de consolider les noyaux reproductifs au niveau des ménages. Les familles stabilisent leurs effectifs en appliquant des protocoles simples. Gestion sanitaire de base, planification des cycles de reproduction, contrôle des ventes pour éviter toute décapitalisation précoce. Les indicateurs sont concrets. Stabilité du cheptel, régularité des revenus, baisse des pertes animales. Sans cette consolidation, toute expansion resterait fragile. Ensuite vient la structuration collective. Les villages peuvent créer de petites unités mutualisées pour l'achat d'aliments, l'abattage artisanal ou la transformation primaire. Cette organisation réduit les coûts, sécurise les débouchés et limite l'isolement des ménages les plus vulnérables. Les résultats se mesurent par l'amélioration des marges et la fluidité des ventes locales. Il faut également prévoir des infrastructures légères, abris améliorés, points de stockage, espaces de transformation rudimentaires, soutiennent la montée en charge sans exiger d'investissements lourds. Leur efficacité se lie dans la capacité à absorber des volumes croissants sans perte de qualité. La transmission des compétences compte tout autant. Des formations courtes, mobiles et pratiques ancrent les savoir-faire et rendent le modèle reproductible. La baisse des pertes et la maîtrise des cycles constituent les principaux indicateurs. Enfin, l'extension progressive des réseaux de vente vers les zones voisines transforme la réussite locale en dynamique interterritoriale. C'est à ce stade que la stratégie d'Ibrahim Traoré révèle pleinement son objectif, passer d'un projet ciblé à une architecture économique durable. L'histoire revient naturellement vers l'éleveur de Manet, ce repère discret qui a accompagné tout le parcours. Il y a encore quelques mois, son quotidien était rythmé par l'incertitude, la perte de ses animaux et l'impossibilité de se projeter au-delà du lendemain. Aujourd'hui, son foyer vit d'une production régulière, modeste mais stable, qui lui permet de nourrir sa famille, d'améliorer son habitat et de maintenir ses enfants à l'école. Cette trajectoire individuelle n'a rien d'exceptionnel. Elle est devenue représentative d'un mouvement plus large. À travers ce parcours, la logique portée par Ibrahim Traoré apparaît avec clarté. La reconstruction d'un territoire ne commence pas par des discours abstraits, mais par la restitution d'un pouvoir d'agir concret aux familles. Lorsque l'actif productif revient entre leurs mains, les ménages cessent d'attendre et recommencent à décider. Ce changement de posture transforme la relation à l'avenir. Manet n'est plus seulement un lieu marqué par la vulnérabilité. Il devient un symbole de bascule possible, un point de référence pour d'autres régions confrontées aux mêmes fragilités. L'éleveur n'est plus un bénéficiaire anonyme. Il incarne une capacité retrouvée à bâtir. Le message qui se dégage est simple, mais structurant. Le pouvoir d'agir change durablement les trajectoires.
La dynamique née à Manet dépasse désormais le cadre d'un programme agricole localisé. Elle pose une question plus large sur la manière dont un territoire peut reconstruire son autonomie en s'appuyant sur ses propres ressources, ses savoir-faire et sa capacité d'organisation. Ce qui se joue ici n'est pas seulement une réussite sectorielle, mais une invitation à repenser les chemins du développement à partir du terrain. L'expérience montre que les transformations les plus durables ne proviennent pas uniquement des décisions institutionnelles, mais de leur appropriation par les communautés concernées. Partager les pratiques qui fonctionnent, documenter les trajectoires de réussite, créer des espaces de dialogue entre ménages, jeunes et acteurs économiques. Ces gestes simples renforcent la solidité du mouvement. Ils permettent aussi d'éviter l'isolement des initiatives et de nourrir une intelligence collective. Pour celles et ceux qui observent cette évolution, une invitation demeure ouverte. Prendre le temps d'analyser, de comparer et de questionner. Selon vous, quelles conditions permettront à ce type de dynamique de s'enraciner durablement et de s'étendre à d'autres régions sans perdre sa cohérence initiale ?